Bonjour tout le monde, bienvenue au Mini Connect Days 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joanne Roduit, je suis l'un des cofondateurs de Connext et je serai votre modérateur aujourd'hui. J'étais déjà le modérateur hier pour notre première séance. Si vous avez manqué la séance d'hier, vous pouvez la voir sur notre chaîne YouTube, on l'a déjà mis en ligne. Et on mettra aussi cette séance plus tard, on la mettra également en ligne. Comme vous connaissez sûrement aussi l'utilisation de Zoom, comme on est sur Zoom, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le box, dans le Q&A box ou dans le chat. Avant de commencer, j'aimerais juste vous donner faire un petit résumé de ce que sont les Connect Days et de ce qu'on a vu hier. Et ensuite, je donnerai la parole à nos deux invités d'aujourd'hui. Alors, les Connect Days, c'est quoi? C'est des rencontres en ligne, c'est des courtes présentations où on invite des spécialistes du domaine. L'idée, c'est de vraiment partager, que ces spécialistes partagent leurs connaissances sur 15-20 minutes et ensuite on donne la parole au public pour des questions-réponses. C'est en ligne et l'idée, c'est vraiment que ce soit basé sur la pratique. On a eu d'autres conférences où on se focalise plus sur tout ce qui est théorie, mais ici, ce qu'on veut vraiment faire, c'est donner des outils pratiques qui nous permettent d'évoluer dans un environnement en constante évolution. On a vu cette constante évolution non seulement avec la pandémie, mais aussi la transformation numérique, la transformation écologique. Il y a beaucoup de changements. Et également pour nos entreprises. Et le focus de ce soir, c'est la transformation numérique des PME et comment naviguer en fait cet environnement en constante évolution. C'est pour ça qu'on invite des gens pour nous donner des outils pratiques. Et l'idée, c'est d'avoir des interactions entre entrepreneurs, innovateurs, scientifiques et décideurs politiques. Alors, on a vu les premiers Connect Day l'année passée. Si vous étiez des nôtres, vous vous rappellerez sûrement que c'était des séances en anglais. Cette fois-ci, on a décidé de les faire en français. C'était en novembre sur le thème de l'Innovation Crisis, la crise de l'innovation ou l'innovation en crise. Aujourd'hui et hier, c'était sur la transformation numérique. Hier, on s'est focalisé sur comment créer, gérer des événements en ligne. Et ce soir, ce sera sur la transformation numérique des PME. Et on prépare également une série de Connect Days pour en novembre prochain sur le thème Future Proof. Je vous invite déjà à mettre ça dans vos calendriers. On n'a pas la date exacte, ce sera sûrement durant la semaine du fin novembre. Et alors hier, voilà notre programme. Hier, on a parlé d'organiser des événements en ligne et ce soir, ce sera sur la transformation numérique des PME. Pour ce faire, nous avons deux invités. Ça, c'était hier avec Émilie Bruchet et Alexandre Buyet. Et ce soir, nous avons deux invités de la Haute École de Gestion de Fribourg avec Dr Anna Hervé, qui est enseignante et chercheuse à la Haute École de Gestion. Elle vient de finir un doctorat sur le sujet de l'internalisation et la digitalisation des entreprises, donc vraiment le thème de ce soir, spécialiste du domaine. Et ensuite, on aura également Dr Mauricio Caon, qui est responsable du Digital Business Center, un nouveau centre d'entreprise numérique à la Haute École de Gestion. Il est également professeur associé à la Haute École de Gestion. Il est responsable de ce centre et se spécialise dans le design et l'innovation. Il travaille également au Human Tech Institute et est titulaire d'un doctorat en informatique. Et pour la présentation de ce soir, j'aimerais aussi remercier InnoSuisse qui a permis à Connext en fait, de faire cette recherche préliminaire avec Anaël et Maurizio. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Anaël. Bonsoir, Anaël.
Bonsoir, bonsoir Johan, bonsoir à tous. Bienvenue ce soir donc à cette conférence sur la transformation numérique des PME. Donc sans plus attendre, je vais partager mon écran avec la présentation. Voilà, j'espère que tout est en ordre. On voit Oui, c'est la bon. présentation. Ok, super. Ok, alors ce soir, c'est vraiment l'occasion de parler de ces thématiques. On le sait, aujourd'hui, la numérisation forme de nombreuses opportunités dont les entreprises doivent prendre conscience pour définir des innovations qui soient le plus durables possible. Et pour reconnaître donc ces avantages, pour reconnaître les avantages que l'on peut profiter des technologies numériques, les entreprises entament une transformation à l'échelle de toute leur organisation. Et cette transformation confronte les entreprises à des besoins de changement, autant au niveau de leur structure, de leur mode opératoire, mais aussi de leur concept de gestion. Donc, l'innovation des modèles d'affaires est également un sujet très abordé dans le cadre de ces transformations numériques et nous le verrons tout à l'heure dans le cadre de la présentation. Donc, au niveau stratégique, on sait que les entreprises qui mettent en place un tel processus ont besoin, on dira, de temps, parce que une transformation devrait donc s'établir sur plusieurs mois, voire plusieurs années, pour formuler et mettre en œuvre une stratégie qui soit claire et qui prenne en considération vraiment tous les éléments de l'entreprise. Cependant, on le sait aujourd'hui, donc la pandémie Covid-19 a entraîné des changements radicaux et puis a contraint les entreprises, donc avec les mesures sanitaires, à entamer, à adopter des technologies numériques sous la pression du temps. Donc, pour continuer leur activité et s'adapter aux restrictions, les entreprises n'ont pas eu d'autre choix que donc de mettre en œuvre, on dirait, un processus de transformation sans forcément donc définir une stratégie claire de ce processus. Donc, aujourd'hui, la transformation numérique des entreprises, on estime qu'elle a été accélérée de 5 ans en l'espace de seulement 8 semaines l'année passée. Et donc, les PME n'ont pas eu le temps d'aménager ces changements et puis de vraiment avoir une vision à long terme de cette transformation. Donc, ça représente, on dira, la première étape. Et puis maintenant, les entreprises ont plus que jamais besoin d'être guidées, d'être accompagnées dans ces transformations. Et c'est un peu, disons, le but aujourd'hui de ce projet. Donc, c'est un projet que nous menons avec Connext et la HEG Fribourg, donc pour développer un outil qui puisse accompagner les entreprises dans leur transformation et surtout personnaliser un accompagnement selon leur niveau de maturité numérique et aussi leurs objectifs et leurs stratégies. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, comment réussir une transformation numérique? Et puis, dans le cadre de cette présentation, le but, c'est vraiment de vous présenter les grandes lignes, donc de vous introduire en fait ce concept qu'on est en train de développer, d'introduire les grandes lignes et puis ensuite de discuter. Donc le but est par la suite avec Connext et la HEG d'approfondir le développement de cet outil et puis de le rendre interactif et concret. Donc voici les principales parties de ce toolkit que nous allons discuter aujourd'hui. Donc sans tarder, je vais commencer directement avec la première partie, donc les technologies numériques. Donc on le sait, aujourd'hui, il existe de nombreux outils à disposition des entreprises pour mettre en œuvre cette transformation numérique. Cependant, c'est toujours assez compliqué aujourd'hui d'avoir déjà une vue d'ensemble et de comprendre de quelle manière elles peuvent être utilisées. Donc, c'est le but aussi de ce toolkit de pouvoir guider, accompagner les entreprises pour utiliser à bon escient ces technologies et surtout dans le but de répondre à leur objectif.
Ensuite, nous présentons dans ce toolkit les différents stades de maturité numérique. Donc ici, sans rentrer trop en détail dans chacune de ces étapes, je vais juste parcourir donc tout d'abord la première qui est promouvoir et supporter. Ici, on est donc dans une étape qui est principalement liée à la priorisation stratégique de ce processus de transformation. Donc ici, le but est d'apporter un soutien à la gestion de la transformation. On essaye par cette étape surtout de promouvoir une certaine prise de conscience, autant au niveau de la direction qu'au niveau des collaborateurs, et puis de définir les priorités de l'agenda de la transformation en mettant en évidence les initiatives et les différents projets à soutenir pour la suite de la transformation. Ensuite, dans la deuxième étape, ici, l'innovation numérique joue vraiment un rôle très important. Donc, dans cette étape créer et construire, l'accent est vraiment mis sur l'idéation et la créativité. Donc, le but ici est par la collaboration avec à l'interne les personnes impliquées et aussi les partenaires à l'externe. Le but est de définir des nouvelles idées, de travailler ensemble sur des innovations qui pourraient être implémentées au sein de l'entreprise. Donc ici, le potentiel des nouvelles technologies est systématiquement évalué. Le but, c'est vraiment de définir, de vivre différentes expérimentations pour voir ce qui pourrait être envisagé dans le cadre de la transformation. Ensuite, dans la troisième étape, on parle ici davantage de la culture interne. Donc ici, vraiment, la structure, l'organisation de l'entreprise est impliquée, est directement affectée. Donc, le but, c'est de définir de quelle manière on peut mettre en place une organisation qui soit flexible à la transformation, qui puisse vraiment permettre à l'entreprise de réagir rapidement au changement. Donc ça, ce serait une étape qui aussi permet de définir les rôles, de définir les responsabilités de chacun dans le processus et de créer un plan de transformation. Donc voilà, on est vraiment dans cette concrétisation de la transformation à l'interne. Ensuite, au niveau de la quatrième étape, ici, on se focalise principalement sur l'utilisateur. Donc, on va le voir tout à l'heure, mais on va chercher vraiment à impliquer davantage le client, les utilisateurs au processus. Et puis, notamment, on va se focaliser sur les données qui sont à disposition pour pouvoir aussi évaluer la transformation et prévoir la suite. Donc ici, on est déjà dans un certain stade de la transformation qui nous permet d'avoir des premiers résultats et puis de travailler sur ces prochaines étapes qu'on aimerait atteindre. Et dans la cinquième et dernière on dira, étape, là, on part du principe que l'entreprise est vraiment, on dira, presque numérisée, complètement numérisée, dans le sens où ici, elle utilise des technologies avancées d'analyse de données qui lui permet vraiment de définir toutes ses activités. Donc, ça lui permet de faire davantage de planification par rapport à ces données, d'analyser en temps réel les besoins, de personnaliser les offres. Et puis, ici, vraiment, cette dernière étape se concentre aussi sur l'infrastructure numérique qui est en place. Donc, c'est-à-dire de vraiment, en parallèle, travailler sur ces données et sur la gouvernance de l'entreprise qui permettent donc d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Donc ici, je le répète, on est vraiment dans la collecte, l'analyse, la compréhension des données et puis l'utilisation de différents outils, d'indicateurs pour définir les objectifs et surtout prendre des décisions selon ces objectifs. Donc, quand on parle de ces différents stades de maturité numérique, il est important maintenant peut-être d'aborder plus en détail, mais finalement, qu'est-ce qui est concerné par cette transformation numérique? Donc ici, dans ce projet, on a défini deux niveaux de transformation. D'une part, le niveau de l'entreprise et d'autre part, le niveau des individus, donc qui concerne les collaborateurs et qui concerne également les dirigeants de l'entreprise.
qui sont impliqués. Donc ici, dans la transformation au niveau de l'entreprise, on a illustré 7 principales dimensions de transformation. Donc tout d'abord, les processus et infrastructures. Donc je vais rentrer plus en détail dans chacune de ces dimensions, mais voilà, on a essayé de définir des dimensions internes et des dimensions externes à l'entreprise. Donc au niveau des dimensions internes, on retrouve donc processus et infrastructures. Ici, le but est vraiment de transformer et d'améliorer les capacités opérationnelles de l'entreprise. Donc, on a dans cette dimension présenté 3, on dira, sous-catégories qui sont concernées par les transformations. Donc, soit directement les processus, les opérations qui deviennent connectées et automatisées, ainsi que la prise de décision qui aussi peut être basée sur les données, peut être automatisée. Donc ici, dans chacune de ces sous-catégories, on propose différentes technologies qui pourraient être utilisées. Donc le but, dans un deuxième temps, le but de ce projet est vraiment de travailler sur cette étude des technologies et de définir de quelle manière est-ce qu'on pourrait les utiliser dans le cadre de ces sous-catégories. Ensuite, au niveau interne, la deuxième dimension est tout ce qui concerne donc la gouvernance de l'entreprise. Ici, on parle d'une gouvernance qui est moins centralisée avec l'utilisation des technologies numériques et qui est davantage distribuée entre les différents acteurs impliqués directement ou non au sein de l'entreprise. Donc ici, on parle vraiment de la construction d'écosystèmes, le fait d'interagir davantage avec l'environnement externe de l'entreprise et puis aussi de travailler sur la posture stratégique de l'entreprise. Donc, on parle d'une orientation entrepreneuriale qui est donc une prise de décision basée sur des actions qui soient innovantes, proactives et basées sur la prise de risque. Donc, ces 3 sous-catégories illustrent vraiment les transformations principales au niveau de la gouvernance. Ensuite, au niveau interne, on retrouve également la dimension personnelle et culture. Donc ici, on a mis en évidence ces 3 sous-catégories. Donc ici, le but est d'améliorer d'une part la productivité, la performance des collaborateurs pour aussi leur permettre peut-être davantage de fitter entre leurs compétences, entre le temps à disposition et puis ce qui est nécessaire de réaliser. Donc ici, on a aussi des outils qui nous permettent de mieux travailler sur les opérations des collaborateurs. Ensuite, quand on parle de transformation numérique, il est aussi important de fournir aux employés les compétences dont ils ont besoin pour suivre le rythme des changements. Donc ici, on parle d'acquérir des nouvelles compétences dites numériques et enfin, la culture numérique. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui d'aligner les efforts en place sur les valeurs et les comportements des collaborateurs. Donc, de développer un effort qui soit global et collaboratif. Et ici, la culture numérique est également une sous-catégorie très importante à prendre en considération. Et on parle aussi d'envisager le fait de recruter des nouveaux talents, donc des personnes qui soient sur des projets ponctuels ou des engagements indéterminés, pourrait permettre à l'entreprise vraiment de développer, d'acquérir des nouvelles compétences pour cette transformation. Ensuite, au niveau externe, on retrouve ici les offres et les ventes numériques. Donc, les sous-catégories qu'on a mis en évidence, tout d'abord, c'est le fait d'améliorer, grâce à l'utilisation des technologies, les produits et les services, donc les offres déjà existantes au sein de l'entreprise. Ensuite, d'améliorer ou plutôt même de complètement transformer la vente. Donc, on l'a vu avec la pandémie Covid, l'importance de mettre en ligne une plateforme externe de vente. Donc ici, cette plateforme doit vraiment permettre d'effectuer les transactions nécessaires pour tout le processus de vente de l'entreprise. Et enfin, la dernière sous-catégorie concerne la collecte et l'utilisation des données à disposition. Donc, encore une fois, dans un but d'améliorer les offres, améliorer le processus de vente. Donc ici, on peut vraiment, grâce aux données, mieux appréhender et mieux anticiper les besoins du marché. Ensuite, la 5e dimension, qui est une dimension aussi externe, est l'implication des clients. Donc ici, c'est un sujet qui est largement abordé quand on parle de numérisation, parce que de nouvelles opportunités
peuvent être donc saisies avec le fait d'intégrer davantage les utilisateurs, les clients au processus de transformation, donc que ce soit pour le développement de nouvelles offres ou que ce soit pour le développement du processus de vente, etc. On a vraiment des nouvelles opportunités de travailler en collaboration avec tous les acteurs concernés. Donc, on parle ici un peu d'une transition d'un modèle B2C à un modèle C2B, car on peut, avec les technologies, affiner vraiment nos offres et puis, pourquoi pas même personnaliser les offres selon les demandes et impliquer directement donc, les utilisateurs, les clients à la création de valeur à travers vraiment un engagement concret de ces acteurs. Ensuite, la sixième dimension à l'externe que nous avons ici mis en évidence nous tenait vraiment à cœur d'être intégré auprès de cet outil. Donc, il s'agit de la responsabilité de l'entreprise. Donc, les questions liées à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise sont délicates et nous sommes convaincus que l'utilisation des technologies numériques pourrait soutenir les entreprises dans le développement d'une stratégie qui soit à la fois éthique et durable. Donc ici, c'était vraiment important pour nous de mettre en évidence, de travailler sur cette transformation au sein des entreprises. Et puis enfin, toutes les questions liées à la gestion de la réputation et aussi à la gestion des communautés qui se créent en ligne et puis qui demandent à l'entreprise de rester très vigilante face à l'image qu'elle renvoie, l'image qui est communiquée et surtout à la véracité des informations qui sont partagées et échangées sur Internet. Donc, voici les différentes catégories qui illustrent cette dimension de responsabilité de l'entreprise. Et enfin, donc la dernière dimension au niveau externe est le modèle d'affaires. Donc, ici, le fait soit d'assurer une amélioration continue des produits. Donc, on le sait aujourd'hui, en intégrant, tout est tellement connecté que nous pouvons à distance intégrer des nouvelles fonctionnalités à nos offres. On peut vraiment suivre instantanément ce qui se passe. Donc, grâce aux technologies, on peut assurer par rapport à nos activités une amélioration continue. Ensuite, le fait de développer une offre de services en parallèle aux services existants. Donc, on parle de servitisation, c'est aussi un concept très important lorsqu'on parle de transformation digitale. Donc, le but est vraiment de proposer une solution qui réponde parfaitement, on dira, aux besoins des clients. Et puis, la dernière sous-catégorie qui reprend ici toutes les technologies numériques envisageables et le lancement d'une nouvelle activité. Donc, c'est un sujet aussi qui est très souvent abordé quand on parle de transformation numérique, le fait que les entreprises sont aujourd'hui amenées, peut-être par leur transformation, à changer complètement de modèle d'affaires et de proposer de nouvelles activités, donc en saisissant des nouvelles opportunités, etc. Donc, voilà un peu les trois catégories qui composent cette dimension du modèle d'affaires. Ensuite, au niveau de l'individu, donc il nous paraissait vraiment important pour nous d'aborder aussi cet aspect-là, car ces deux dimensions, ces deux niveaux doivent être développés et transformés en parallèle. Donc ici, quand on parle de transformation numérique au niveau de l'individu, on parle surtout des compétences numériques qui sont importantes de développer et de mettre en action. Donc ici, on a mis en évidence deux sortes de compétences. D'une part, les compétences numériques dites de base. Donc, il s'agit des compétences fondamentales pour l'exécution de toutes les tâches nécessaires à la transformation. Et puis, on le verra par la suite, les compétences numériques dites contextuelles, donc qui sont directement liées à ces compétences fondamentales, mais qui sont aussi indispensables dans la transformation. Donc, tout d'abord, les compétences techniques nécessaires donc, pour utiliser les outils à disposition, accomplir les tâches pratiques dont on a besoin et puis vraiment pouvoir s'orienter, on dira, le plus facilement possible dans tout cet environnement numérique. Ensuite, les compétences nécessaires pour utiliser les technologies à des fins de recherche, pour sélectionner et organiser efficacement les informations et surtout pour prendre des décisions basées sur justement des sources d'informations qui soient le plus appropriées possible.
Ensuite, les compétences liées à la transmission d'informations à d'autres personnes, les compétences liées au développement d'un réseau social autour de l'entreprise. Donc ici, on parle vraiment de tout ce qui concerne les échanges d'informations et également le fait de prendre des décisions qui répondent, qui puissent satisfaire mutuellement toutes les personnes, tous les acteurs impliqués. En vue d'atteindre donc vraiment un objectif commun. Ensuite, les compétences liées ici à la génération de nouvelles idées, le fait d'utiliser les outils numériques pour créer des innovations, pour développer ces idées, et puis pour transformer toutes ces idées concrétiser ces idées en offres au sein de l'entreprise. Ensuite, l'esprit critique. Ici, ce sont toutes les compétences importantes pour porter certains jugements, un esprit critique sur ce qui se passe, développer un raisonnement aussi par rapport à la situation. Donc, ce sont des compétences dont on parle un peu moins, mais qui sont aussi très importantes, surtout au vu des changements très rapides de cette révolution numérique. Et enfin, les compétences qui permettent d'utiliser les technologies numériques pour comprendre des situations problématiques et surtout pour développer des solutions qui puissent régler ces problèmes. Donc, ensuite, quand on parle de ces compétences numériques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi des compétences contextuelles qu'il faut donc développer, qu'il faut prendre en considération dans le processus de transformation. Donc, tout d'abord, le fait de développer une certaine conscience éthique. Donc, ici, ce sont toutes les compétences qui permettent à l'entreprise de se comporter de manière socialement responsable, de vraiment prendre ses responsabilités en main et puis d'assurer un certain niveau d'éthique dans toutes ces opérations. Ensuite, la conscience culturelle. Donc ici, quand on parle de technologie numérique, on parle aussi indirectement d'internationalisation, étant donné que toutes les dimensions spatiales et les dimensions temporelles sont abolies. Eh bien, on est en contact direct avec d'autres cultures et c'est vraiment important ici de développer cette compréhension culturelle et de respecter, on dira, les autres cultures lors de l'utilisation de technologies numériques. Ensuite, les compétences nécessaires pour s'adapter. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les transformations numériques s'accélèrent et vont très, très vite. On a souvent de la peine à suivre finalement ce qui se passe et à prendre le virage au bon moment. Donc là, ces compétences liées à la flexibilité sont très importantes pour adapter autant sa pensée que son comportement aux transformations et à l'évolution de ces environnements. Ensuite, self-direction. Donc ici, on parle des compétences qui sont nécessaires pour se fixer déjà des objectifs, mais surtout pour évaluer ses propres progrès et pour utiliser les technologies numériques à bon escient pour gérer la progression et vraiment essayer de s'améliorer de manière continue. Et c'est en lien direct avec cette 5e compétence, donc apprentissage continu, qui reprend ici toutes les compétences qui permettent à l'individu d'améliorer continuellement ses capacités, ses compétences et vraiment de se remettre continuellement en question. Donc, voici les différentes niveaux de transformation, autant au niveau de l'entreprise que de l'individu, que nous souhaitons mettre en évidence et développer dans cet outil, dans ce concept d'accompagnement de transformation numérique. Et enfin, les 2 dernières parties, donc ici, c'est vraiment le but, c'est juste de vous montrer de manière, on dira, générale, qu'est-ce que nous prévoyons dans cet outil. Mais voilà, on sait aujourd'hui que pour accomplir une transformation numérique, il est vraiment nécessaire de commencer par définir le niveau de maturité numérique d'une entreprise, parce que le but est vraiment ici de pouvoir personnaliser, de pouvoir adapter au mieux la suite des étapes de transformation. Donc ici, ce qu'on propose dans l'outil, ce serait
la possibilité de faire une auto-évaluation de la maturité numérique. Donc ici, encore une fois, c'est juste une vision globale, mais le but, ce serait de créer un construit, un outil d'évaluation qui soit beaucoup plus précis par rapport à ces différentes dimensions. Donc, d'une part, l'auto-évaluation au niveau de l'entreprise, des différentes dimensions qu'on a vues. Ensuite, l'évaluation des compétences de base. Donc ici, bien sûr que cette auto-évaluation se ferait d'une part au niveau de la direction, donc des dirigeants de l'entreprise, et d'autre part au niveau des collaborateurs, parce que le but est vraiment donc, de travailler sur l'individu, mais de toutes les personnes, on dirait, qui sont impliquées au sein de l'entreprise. Et puis, enfin, au niveau des compétences contextuelles. Et puis, bah, voilà, cette auto-évaluation nous permettra vraiment de définir un stade de maturité, donc en lien avec ces différentes étapes dont on a parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, de proposer donc un accompagnement personnalisé. Donc ici, c'est une checklist de transformation numérique assez générale, où on voit ici que vraiment la première étape consiste à définir le niveau de maturité. Donc aujourd'hui, il existe de nombreux outils, mais malheureusement, c'est très difficile d'avoir une vision d'ensemble de cette évaluation. Donc on aimerait vraiment par la transformation au niveau de l'entreprise et de l'individu, définir un outil qui prenne vraiment en considération toutes ces dimensions. Et puis, dans un deuxième temps, donc, le fait de concevoir une vision stratégique, de définir au niveau de l'entreprise et au niveau de l'individu qu'est-ce qu'on veut atteindre et comment est-ce qu'on pourrait proposer soit une nouvelle valeur ou proposer des nouvelles offres, etc. Après, tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Donc ça, c'est la troisième partie, qui est le fait de convertir la vision en objectif. Ensuite, de piloter la transformation à l'interne, donc de définir qui sera en charge de quoi et comment. De définir vraiment l'organisation, donc la planification de la transformation. Et enfin, la sixième étape concerne l'implémentation de la transformation avec vraiment cette importance de toujours se remettre en question, donc de vivre des expérimentations, de faire des tests, de les évaluer, de les remettre à jour, de les adapter et puis d'assurer vraiment une amélioration continue quant à la transformation des entreprises, mais aussi des individus. Alors voilà les grandes lignes de ce toolkit que nous voulions aujourd'hui vous présenter. Donc encore une fois, cette checklist ici est vraiment introduite d'un point de vue général, mais le but serait de définir avec les entreprises vraiment chaque étape nécessaire et puis de la personnaliser un maximum selon la maturité numérique de l'entreprise en question. Voilà, je vous propose de discuter de ces différents points. Je redonne la parole d'ailleurs à Johan pour la suite. Merci Anaëlle pour cette présentation et j'aimerais aussi accueillir Maurizio qui est aussi des nôtres. Je vais juste demander à Anaëlle si tu peux enlever le partage d'écran. Et Maurizio, alors, qui va aussi nous donner une réponse sur cette présentation. Et de nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer dans le box Q&A box ou dans le chat. Alors, moi, j'avais juste une première question et je pense que c'est bien que Maurizio soit là aussi en tant que docteur en informatique qui peut nous aider. Dans ta présentation, Anaëlle, tu présentes vraiment la culture numérique, les compétences techniques qu'il faut avoir. Mais il y a quelque chose qui j'ai l'impression qu'il manque, enfin, je ne sais pas si c'est qui manque ou pas, c'est est-ce qu'on devrait aussi acquérir le langage du numérique? Tout ce qui est programmation, est-ce que c'est nécessaire dans cette transformation numérique des PME et et qui devrait acquérir ce langage? Parce que j'imagine qu'un chef ou une chef d'entreprise n'a peut-être pas le temps ou l'envie de commencer à apprendre Python, Ruby, Java, HTML. Alors, quel est le rôle de ce langage numérique de programmation? J'avais le micro éteint. Donc, bien sûr que c'est une compétence à développer
tout d'abord au niveau de l'individu. Donc ici, quand on parle de ces différentes compétences fondamentales, on a les compétences techniques. Donc, ce serait bien sûr pas nécessaire que tous les collaborateurs et que toutes les personnes soient vraiment informées et compétentes à ce niveau, mais ces compétences techniques sont vraiment indispensables et selon moi, devraient être gérées déjà par le dirigeant qui peut pas, disons que les compétences techniques ne doivent pas être encore une fois maîtrisées par tout le monde, mais pour moi, les dirigeants devraient s'organiser pour acquérir certaines compétences techniques et puis profiter des formations, parce qu'aujourd'hui, voilà, on l'a vu dans la présentation que le fait le fait de développer des connaissances numériques fait vraiment partie de cette transformation. Et il existe vraiment aujourd'hui beaucoup de solutions qui sont vraiment pratiques, instantanées pour acquérir, on dira, les compétences de base au niveau technique. Donc, je pense que ce sont des choses qu'il faut mettre en place à l'interne et définir des rôles. Donc, définir, on parlait aussi avant peut-être des nouveaux talents qu'on pourrait engager, donc on pourrait recruter. Donc, ça pourrait aussi être ici une opportunité de recruter des talents qui ont certaines compétences et qui pourraient les apporter à l'entreprise. Et bien sûr, tout le monde ne pourra pas avoir des compétences sur tous les outils existants. Et voilà. Merci. Et Maurizio, alors, est-ce que tu voudrais ajouter, commenter, peut-être sur la présentation en général? Alors, en général, j'aimerais déjà partir avec ce constat sur le training des gens pour apprendre des langages de programmation. Bien sûr, il y aura toujours besoin des spécialistes, d'experts, des programmeurs, parce que quand on a besoin de solutions qui sont en fait faites sur mesure, on peut dire, on aura toujours besoin des entreprises qui peuvent faire ça. Parce que sinon, un autre trend, c'est bien sûr d'avoir des plateformes qui permettent de faire beaucoup de choses, mais bien sûr, il faut toujours s'adapter au niveau de fonctions qui ont été réalisées et mises à disposition. Par contre, un autre trend, c'est cela qu'on appelle des plateformes no-code, low-code. En fait, ces deviennent toujours plus importants, même grâce en fait à cette période de pandémie, que, comme Anna l'a déjà dit, il y a un McKinsey Institute qui a plus ou moins estimé avoir accéléré 5 fois la rapidité, la vitesse de digitalisation ou numérisation. Et alors, ça signifie que beaucoup d'entreprises ont trouvé à développer des solutions, mais justement, les gens n'ont pas toutes les compétences pour justement utiliser Python, Java ou n'importe quel langage de programmation. Surtout que c'était si rapide, c'était vraiment une question de mois et c'était justement pas possible. Par contre, les entreprises qui déjà faisaient ça ont connu en fait une chance pour positionner leurs produits, leurs services. Et en fait, je crois que c'était en janvier qu'il y a eu beaucoup de Series Round A, B au Silicon Valley avec ces entreprises qui ont ramassé pas mal de millions en financement parce que justement ont été reconnus par les investisseurs comme des facteurs cruciaux pour la future digitalisation de beaucoup d'entreprises. Après, au niveau en général de numérisation, on a vu que le travail justement fait dans ces Innovation Check vise à créer une structure. C'est pas le seul travail, je crois, qui existe qui cherche de faire ça, mais la différence, c'est en fait d'utiliser la connaissance scientifique qui a été publiée et qui en fait donne un peu plus de crédibilité, ou on espère avoir plus de possibilités de répéter les mêmes stratégies ou quand même les mêmes méthodes pour toujours chercher d'accompagner au mieux ou permettre quand même aux entreprises de créer des stratégies personnalisées qui répondent vraiment
à leurs besoins. Parce que justement, comme on a vu, il y a pas mal de facteurs et surtout, on sait que c'est plutôt une question humaine plutôt que technologique, hein, que purement technologique. Parce que la digitalisation, bien sûr, concerne plus l'être humain que les machines elles-mêmes, hein. Du coup, des éléments comme la leadership et la culture ont été reconnus jouer des rôles fondamentaux dans cette transition. Parce que c'est une façon de penser, c'est ça. C'est la façon de penser de la culture numérique qui prend du temps enfin, qui crée un changement au sein de l'entreprise et ça peut prendre plus de temps que laisser une machine apprendre ou dire au programme ce que l'on veut que ce programme fasse. C'est même une J'ai question mis, d'engagement. Oh, pardon. ouais, j'ai mis dans le chat, j'ai mis un lien vers une série de no-code et low-code startups qui ont un lien assez exhaustif qui est très intéressant. Et en fait, ça permettrait à certaines entreprises qui n'ont peut-être pas les capacités de programmation ou de capacité d'engager des programmeurs pour commencer, en fait, pour déjà commencer leurs travaux de transition numérique avec des programmes no-code, low-code. Donc, je pense que c'est ça, c'est peut-être ça. On ne devrait pas, la technologie ne devrait pas nous empêcher, en fait, de faire cette transformation numérique parce qu'il y a d'autres outils qui sont assez simples d'utilisation, même si quand Anaël parlait de différents degrés de maturité de Exactement. transformation numérique, si une entreprise doit peut-être débute de créer un site internet, ben, il ne faudrait pas que la programmation et le langage numérique l'empêchent de faire ça. Et il y a justement des solutions no-code, low-code que je trouvais intéressantes. Et ensuite, pour revenir à ce que tu disais, Mauricio, la différence de ce toolkit et de ce projet InnoSuisse, c'est que c'est basé sur la connaissance scientifique, donc sur vos travaux. Il doit y avoir un transfert de connaissances scientifiques et ce n'est pas seulement disons, du marketing où on parle transformation numérique, une espèce de digital washing où on parle tout le temps d'innovation et de transformation numérique. Et comment est-ce que tu penses, Mauricio, comment éviter cela, en fait? Euh, Je crois que c'est un peu une question de sélection naturelle, entre guillemets, dans le sens que du digital washing, ça signifie que justement on fait semblant de faire quelque chose seulement pour euh, apparaître plus intéressant ou peut-être plus à jour euh, aux yeux externes. Mais ce qui fait la différence vraiment aujourd'hui, c'est la possibilité de appliquer la numérisation, cette transformation digitale et au niveau des processus, mais surtout où il y a vraiment beaucoup d'opportunités au niveau des modèles d'affaires. Aujourd'hui, on a vu que les modèles d'affaires ont basculé grâce en fait à la ubiquité de la capacité de computation et à la connexion Internet, en créant des opportunités qui n'existaient pas avant. Par exemple, en soutenant la- l'économie du sharing, hein, le shared economy, comme on appelle, où aujourd'hui, par exemple, on voit que l'Internet of Things pourrait soutenir la circularity, la circular economy. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on cherchait de faire, on cherche toujours des solutions, mais parfois on avait des limites juste en fait, au niveau computationnel ou en fait vraiment technique. C'est pas au hasard que la transformation digitale, même si les ordinateurs existent depuis relativement longtemps, devient aujourd'hui en fait un facteur crucial pour toute entreprise. C'est le fait qu'on est arrivé à passer ce seuil qui concerne et la computation, la possibilité de computer, qui a été toujours déterminée par la loi de Moore, et la disponibilité de données. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve même dans cette nouvelle âge de l'or, qu'on l'appelle, de machine learning et d'artificial intelligence. Parce qu'on s'est retrouvé à utiliser des modèles qui existaient déjà depuis des décades, mais que dans ce nouveau contexte, pouvaient apporter des nouveaux résultats qui allaient au-delà des attentes. Et, et
pour répondre un peu plus précisément à la question, je crois que justement, les entreprises qui ne vont pas vraiment intégrer cette nouvelle façon d'opérer, il y avait il y a un dicton très célèbre qui a été attribué à Watts Humphrey, qui disait bientôt, toute entreprise sera une entreprise de software. Dans le sens que toute entreprise devra intégrer ça dans sa façon de faire. Et Nadella, le CEO de Microsoft, il avait un peu répété ça il n'y a pas longtemps, parce que justement, on peut dire que c'était une prédiction qui est en train de se réaliser. Elle n'est pas exactement là encore, on a encore du temps, mais qui apparemment donne en fait pas mal d'indices sur ce qui va se passer dans quelques années. Et c'est pour cette raison que parfois, en fait, j'ai craint pour ces entreprises qui n'ont pas commencé encore ce voyage, cette transformation, qui n'ont pas initié, parce qu'il y a des études aussi qui ont dit, bah, dans 5 ans, ces entreprises qui n'ont pas commencé un processus de transformation digitale vont plus être là. Ouais. Et là, pour rebondir là-dessus, hein, et puis là, j'ai vu aussi dans le chat, Yves Robert Tissot a mis un lien vers un no-code IPO à 37 milliards. Donc là, une entreprise qui a fait une levée de fonds et qui est maintenant capitalisée à peu près 37 milliards. Et puis qui font du no-code. Et dans le lien que j'avais mis avant aussi, il y a une liste en fait de ces entreprises et également de leur évaluation, de leur valorisation sur le marché. Et on voit que qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et là, Oui. pour revenir sur cette liste d'entreprises, je ne vois pas d'entreprise suisse. Et là, c'est pour revenir à ce que tu disais, Mauricio, on dit que beaucoup d'entreprises, s'ils ne commencent pas cette transition numérique, vont disparaître, que toute entreprise doit devenir une entreprise de software. Et on a vu dans le temps, il y a eu des articles qui étaient très critiques sur la stratégie ou la maturation numérique de la Suisse en général, en disant, voilà, on se croyait champion du monde du numérique. Avec la crise du coronavirus, on se rend compte que c'est en fait pas du tout le cas. Et là, ça revient peut-être ce qu'on disait avec Anaël également, entre le digital washing et la réalité voilà, est-ce que la transformation numérique, c'était juste du marketing ou de la com, ou bien est-ce qu'on le fait vraiment? Et alors, j'aimerais bien, peut-être là, pour cette dernière partie, pour ces dernières 5 minutes, avoir votre point de vue aux deux sur comment sortir de là, de cet endroit où on s'est mis en se disant, voilà, on est champion du monde du numérique, mais en fait, on ne l'est pas du tout. Mais comment maintenant vraiment faire cette transformation? Le Je pense que, disperse. ouais, déjà, déjà distinguer qu'il y a vraiment deux situations. Donc, soit une entreprise, on dit qu'elle est digital native, dans le sens où vraiment, dès le lancement, elle base ses activités sur l'utilisation de technologies, etc. Donc, qui lui permet vraiment d'être numérique dès le départ. Et puis, quand on parle de transformation numérique, donc on parle d'entreprises qui sont déjà établies et qui doivent implémenter des technologies pour se numériser, donc voilà, pour accomplir cette transformation. Je pense que, en effet, en Suisse, on est un pays on représente vraiment un exemple en termes d'innovation, en termes de développement technologique. Mais peut-être qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont déjà établies, donc qui ont déjà une activité en tant que telle, ont de la peine à quand même s'adapter à ces technologies. Et on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que le point de départ est vraiment ces connaissances en fait qui sont nécessaires aujourd'hui d'acquérir pour cette transformation. Et selon moi, je pense que c'est ici qu'on dirait que le plus gros problème ou le plus gros gap c'est vraiment au sujet de ces connaissances et de comment est-ce qu'on peut accompagner, instruire, enseigner tous ces nouveaux environnements, ce nouveau contexte aux entreprises déjà établies.
Maurizio, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors franchement, j'aimerais avant ajouter en fait, juste en fait une information par rapport aux commentaires qu'il n'y avait pas de justement d'entreprise suisse dans les codes, no code, low code. Mais en fait, moi, j'utilisais pendant plusieurs années, et ça fait un peu de temps, un outil qui s'appelle Nime, qui normalement est basé à Zurich. Ok. Et par contre, je crois qu'eux, ils ne sont pas arrivés vraiment à connaître ce type de scale-up comme d'autres plateformes, à devenir assez populaire. Peut-être pour l'approche ils ont décidé d'implémenter, qui est peut-être un peu plus orientée vers les techniciens. Par contre, les autres plateformes qui ont connu plus de succès récemment, peut-être étaient plus orientées justement utilisateurs génériques sans avoir trop de connaissances au niveau technique. Peut-être que ça fait la différence. Ou parfois, c'est seulement en fait une question d'opportunité, hein. Du coup, il y a des choses qui existent. Par contre, après, on sait, hein, le succès, c'est un facteur aléatoire aussi important ou de réseau. Ça euh, après, par rapport à cette transformation, ben, la chose, c'est pour prendre conscience de ça. Et ce que je pense que chaque entreprise devrait faire, c'est bien sûr qu'on ne peut pas attaquer tous les aspects en même temps. Parce que c'est grand, c'est important. On se rend compte que ça va influencer tout département. Si on a une entreprise avec des départements, si on a une très petite entreprise, peut-être on n'a pas de département, mais on a différents secteurs ou parties ou activités. On ne peut pas tout faire en même temps. Il faut décider où commencer déjà. Et normalement, moi, je suggère vraiment des exercices si simples comme faire un business case. Alors, avoir un measurable organizational value pour l'application dont on peut dire les axes principaux. Et après, décider de s'investir sur ces facteurs, sur un mini-projet pilote pour voir si en fait ça répond vraiment aux attentes. Et après, si jamais, le déployer. En même temps, par contre, il y a d'autres choses qui doivent être quand même faites. Comme on a dit, il y a le développement des compétences et de la culture dans le personnel en général. Surtout, ça facilite pas seulement la créativité de l'entreprise qui peut, comme ça, avoir un personnel, des employés qui ont un regard nouveau et qui pourraient trouver des opportunités qu'avant ils ne voyaient pas grâce aux nouvelles technologies. Mais ça aide aussi à gagner l'engagement vers cette transition. Parce que s'il n'y a pas d'engagement des employés, il n'y aura pas d'adoption. Et s'il n'y aura pas d'adoption, on peut voir même le meilleur système dans le monde entier, ça ne va pas fonctionner parce que ça fait partie de notre nature humaine où on a toujours résistance au changement. Et en même temps, aussi la leadership, aussi, c'est une autre chose qu'il faut, bien sûr, bien soigner, donner l'exemple et montrer d'être déterminé et avoir vraiment envie de faire les choses et qu'on comprend les choses aussi. Du coup, il y a une partie aussi d'éducation, de formation qu'il faut commencer à faire parce qu'on on sait, on est dans ce monde où tout change si rapidement, où le continuous learning devient le paradigme principal, où on pense qu'en fait que ça suffit plus d'étudier, je sais pas, 10 années, 15 années, et après, bon, on est prêt pour le reste de notre vie à faire le boulot. Non, il faut s'adapter à ces changements dans les contextes au niveau sociétal, au niveau organisationnel, etc., etc. Et là, alors, pour terminer, j'ai une question, hein, une autre question qui est venue d'un ou une des participants qui nous dit, et ça rejoint ce que tu dis aussi, Maurizio, hein, on a une résistance au changement, il faut éduquer les gens, alors on propose un outil, mais là, la question est assez intéressante. Elle dit, voilà, il y a quand même une volonté, il y a une volonté d'aller vers la digitalisation dans différents organes, des différents cantons, dans des entreprises également. Mais comment passer le message d'une transformation numérique, que cette transformation numérique peut être vue comme un voyage et pas seulement comme un outil? Alors, je trouve que c'est une question assez intéressante, hein. Comment encourager, éduquer les gens, que ce ne soit pas « Ah, voilà, encore un autre outil, on doit commencer à apprendre. Voilà, maintenant, je dois commencer à apprendre ça, je dois commencer à apprendre une nouvelle plateforme no-code. » Et puis, ça peut être assez, disons, contraignant et puis un peu décourageant, hein, quand on travaille dans une entreprise, si on doit tout le temps apprendre. Et comment est-ce qu'on pourrait changer, justement, changer ce langage, en fait? Si j'interviens juste, moi, je pense que, selon moi, une des opportunités vraiment des transformations numériques, c'est ce côté innovation.
on en parlait tout à l'heure, ça veut peut-être souvent, des fois rien dire, mais ce côté de réinventer en fait notre manière non seulement d'interagir, notre manière de communiquer, notre manière vraiment de vivre de manière générale. Et je pense qu'un élément qui pourrait vraiment motiver autant les collaborateurs, les dirigeants, les partenaires, etc., d'entamer ce processus de transformation, c'est vraiment de définir des nouvelles idées, de définir des nouveaux modes opératoires et peut-être un nouveau modèle d'affaires, des nouvelles activités. Enfin bref, je pense que c'est vraiment cet aspect où on est dans une transition, c'est une transition qui est assez passionnante, que ce soit au niveau technologique ou au niveau social. On a vraiment aujourd'hui un besoin fondamental de changement et on peut aujourd'hui le créer. Donc peut-être que en impliquant davantage, que ce soit les collaborateurs, les clients, on l'a vu tout à l'heure, ou même les partenaires, les fournisseurs, etc., dans le processus, je pense qu'un élément vraiment motivant, c'est de se dire que tout est possible, en fait. On peut vraiment innover, on peut vraiment être créatif et puis changer notre manière de vivre et notre manière d'envisager notre vie de tous les jours. Donc, je dirais que ça peut être un élément motivant, convaincant peut-être. Je crois que même ce type d'événement aide, dans le sens que, bien sûr, des outils sont importants parce que surtout si on veut créer des frameworks qui nous aident justement à encadrer un peu les méthodes et les stratégies, il faut le faire parce que surtout ça aide bien sûr les personnes qui ont une compréhension un peu plus avancée. Bien sûr, ça doit être quand même un outil démocratique. Et on peut le démocratiser avec justement des activités de vulgarisation, de communication, mais même en fait de co-création, de créer des groupes d'intérêt, chercher en fait justement de créer ce type de culture comme on devrait le faire interne d'une entreprise, le faire par exemple au niveau cantonal, au niveau suisse romand ou national. Parce que même le peer learning est important et ça donne même envie. On n'est pas seul dans ce voyage, par exemple. Ça je crois, ça aide. Et je suis convaincu que c'est la meilleure façon de faire parce qu'on l'a déjà testé avec des PME dans le canton de Fribourg et ça fonctionnait. Et il y a pas mal en fait, de réponses positives à ce type d'engagement. C'est vrai que maintenant, la crise Covid a touché pas mal d'entreprises et malheureusement, même si en même temps, ça a rendu évident qu'il faut commencer ces changements, il y a beaucoup d'autres qui ont perdu le moyen, les temps, les ressources pour le faire tout de suite. Et du coup, ils auront besoin de plus de soutien même de ce point de vue. Ça a été démontré que dans les transitions, on dira, suite à la pandémie, il y a un peu trois modes de transformation. Il y avait d'une part le fait vraiment d'accélérer l'utilisation des technologies, donc d'accélérer au niveau plutôt opérationnel leur utilisation. Ensuite, il y avait le fait d'accélérer la numérisation des fonctions de vente, donc se concentrer vraiment là-dessus. Et le troisième aspect, c'était de trouver des partenaires numériques pour atteindre les marchés, et donc de profiter en fait d'infrastructures, de compétences, de connaissances déjà existantes et de collaborer plutôt que de partir de zéro et de le faire à l'interne. Donc, je pense que c'est vraiment un aspect très important de ces transformations digitales. C'est vraiment ces possibilités de collaboration et du fait qu'on passe, on le dit, on passe plutôt d'un modèle de compétition à un modèle de coopération. Et c'est vrai que pendant la pandémie, c'était très important pour certaines entreprises de développer ces partenariats locaux et aussi peut-être au niveau plutôt cantonal, comme tu le disais, ou même voire national. Et international, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut vraiment collaborer avec des entreprises à l'autre bout du monde, peu importe le fuseau horaire, peu importe la distance. Vraiment, il y a vraiment cette élimination des espaces temporels et spatials qui permettent de nouvelles opportunités. Merci. Je vais devoir conclure, mais je me réjouis de continuer en fait ce voyage avec vous deux, et de continuer aussi ce projet InnoSuisse.
J'aimerais encore alors remercier Anaël et Maurizio d'être venus passer cette heure avec nous. Merci aussi aux participants qui sont venus. Je vais aussi envoyer, je vous enverrai un lien vers la présentation. Il y aura dans quelques semaines, quelques mois, le lien vers le toolkit qui sera disponible. Merci aussi à Inno Suisse d'avoir financé une partie de cette recherche pour les travaux de la Haute École de gestion. Et puis, déjà dit, réservez déjà la date fin novembre pour une nouvelle série de Connect Day sur le thème Future Proof. Et je vous souhaite alors à tous une bonne soirée, une bonne continuation dans ce voyage vers de transition numérique. Et je trouvais que c'était une très belle métaphore en fait pour terminer la soirée. Alors je vous dis à tous à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir.